Rebonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Tout de suite, voici les titres du journal. C'est un signal d'alarme chez les plus jeunes. Sur une année, un enfant de maternelle passe plus de temps sur les écrans qu'à l'école. Les conséquences sur leur santé sont dramatiques. Nous irons dans les Hauts-de-France avec ce reportage de notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Dans ce journal également, faire face à la pénurie de logements. Nos territoires cherchent des solutions pour construire massivement. En Moselle, un grand plan prévoit de nouvelles habitations sur des friches industrielles. Le ministre délégué au logement s'est rendu sur place. Nous y reviendrons avec notre partenaire Moselle TV. C'est le grand retour des algues vertes. Un tapis vert envahit les côtes bretonnes. La baie de Saint-Brieuc se démarque avec une concentration record. La prolifération est plus tardive cette année, mais tout autant exceptionnelle. Nous y reviendrons dans ce reportage avec nos partenaires TBO et TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme. Colombey, les deux églises, berceau de l'histoire. Nous irons au cœur du village qui abrite la maison du général de Gaulle. La commune reste un vibrant témoin de sa vie et de son héritage. Nous y reviendrons dans ce reportage inédit de notre partenaire Puissance TV, nouveau partenaire du Grand JT des Territoires. Je vous l'ai annoncé dans les titres, la santé des enfants est menacée par les écrans. Troubles cognitifs, obésité, anxiété. Les conséquences sont alarmantes. Sur une année, un enfant de maternelle passe plus de temps sur les écrans qu'à l'école. Alors pour réduire la consommation, cette école dans les Hauts-de-France a rejoint le défi 10 jours sans écran. Regardez ce reportage de Jérôme Houbron pour notre partenaire WEO TV, la chaîne du groupe La Voix du Nord. Se passer de télé, de smartphone ou de jeux vidéo, voilà un objectif de taille pour ces petites têtes blondes. Les élèves de cette école du Crotoy sont sur le point de voir aboutir la fin de leur défi, 10 jours sans écran. Il y a des moments, comme moi, maman, elle a oublié de descendre ma Switch qui est juste sur mon bureau. Puis du coup, il y a des moments, ça me tente. Pas facile d'échapper aux écrans tant ils sont présents dans le quotidien des plus jeunes. Pour motiver les troupes, un livret permet à chaque enfant de dresser un bilan quotidien du défi. Chaque moment passé loin des écrans permet de remporter des points. En quelques jours, Thomas a retrouvé le goût des choses simples. Je vais dehors, après je vais en bateau, je vais faire des tours. C'est quoi le plus amusant? Quand je vais à la pêche. Mieux que les écrans? Oui. Laure accompagne ses élèves depuis le lancement du défi. L'enseignante remarque déjà un changement majeur au sein de sa classe. C'est beaucoup mieux. Déjà, ils ont des choses à se raconter. Moi, je suis allée dehors, moi, je suis allée à la pêche, moi, j'ai fait ça. C'est plus facile au sein de la classe parce que ils sont moins fatigués, ils sont plus concentrés. Troubles du langage ou du sommeil, obésité, myopie, anxiété, les impacts d'un trop-plein d'écran sur les enfants sont légion. Pour limiter ces troubles, des activités hors temps scolaire remplacent un temps virtuel, parfois difficile à mesurer. On a des consommations d'écran qui peuvent aller jusqu'à 1000 heures par an, ce qui correspond à une année scolaire en fait. C'est-à-dire qu'il y a autant de temps d'écran que de temps de classe pour des maternelles, quand on sait que les maternelles c'est jusqu'à 5 ans. Il y a des vrais risques pour la santé des enfants, pour leur développement. Il ne s'agit pas de supprimer totalement les écrans en fait, il s'agit de les remettre à leur place. Au Crotoy, quelques 140 enfants ont relevé le défi avec le soutien de leur famille. Parfois, il suffit de se déconnecter des écrans pour se reconnecter à ses parents. Voilà, et comment lutter contre le harcèlement scolaire? Près d'un élève par classe est concerné par ce fléau. Alors tous les moyens sont bons pour stopper la violence dans les écoles, bien sûr. Grâce à la réalité augmentée, on y arrive. Cette start-up met en scène une lycéenne harcelée par ses camarades, vous allez le voir. En Seine-et-Marne, plusieurs classes ont participé à cette expérience. Un reportage signé Mélanie Faure pour notre partenaire 20 minutes TV sur place. Comment parler du harcèlement scolaire aux enfants? Au lycée Sonia Delaunay à Cesson, on aborde le sujet à travers la réalité virtuelle. Un film de 15 minutes est projeté dans le casque et met en scène Julia, une lycéenne qui se fait harceler par ses camarades après être sortie avec Lucas. Ça va à l'école en ce moment? Tu sais que si t'as besoin de parler, on est là avec papa. Julia, c'est toi qui as mis ça sur ton profil? De quoi tu... Oh putain! Un film qui fait réfléchir. Limite, on comprend mieux le harcèlement là, parce qu'on a l'impression vraiment de l'avoir vécu, et du coup, je trouve que ça nous touche beaucoup plus. Logique d'être contre ça, c'est mauvais, ça peut en dire, comme on a dit, au suicide, à
à des morts. Grâce à la VR, l'entreprise Reverto développe des contenus qui sensibilisent en procurant des émotions nouvelles. Votre cognition va l'imprégner comme étant quelque chose que vous vivez personnellement. Ça vous arrive à vous. C'est imprégné dans votre vécu, donc dans ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. Et après, quand vous re-rencontrez cette situation dans la réalité, en fait, ça éveille des souvenirs personnel. Cette année, le lycée de Cesson a fait face à un cas de harcèlement qui a nécessité une sanction et mis en place à 2 reprises le protocole phare, un plan de prévention du harcèlement scolaire. Madame la proviseure met en place la promotion de cette prévention et des interventions avec des protocoles adaptés qui fait que forcément, à un moment donné, on a une réduction des faits. Selon l'Éducation nationale, le harcèlement scolaire touche 5% des écoliers, 6% des collégiens et 4% des lycéens. Mais c'était nous! Voilà, tout à fait autre chose dans l'actualité. Comment répondre à la pénurie de logements ? Depuis 2 ans, le nombre de permis de construire est en chute libre. Nos territoires cherchent des solutions pour construire davantage. En Moselle, 30 000 nouveaux logements verront le jour d'ici 2027, dont une partie sur d'anciennes friches industrielles. Le ministre délégué au logement était sur place. Regardez ce reportage signé Baptiste Ancet pour notre partenaire Moselle TV. Dans quelques années, ces friches de la vallée de la Fensch ne seront sûrement qu'un vieux souvenir. Pour cause, elles accueilleront bientôt de nouveaux logements. Nous venons de signer un projet partenarial d'aménagement avec les élus du territoire qui concerne, dans la vallée de la Fensch, 165 hectares qui vont être mobilisés. C'est plus utile d'un point de vue écologique d'utiliser des friches qui sont déjà artificialisées plutôt que d'aller grignoter des terres des agriculteurs. Sur ce projet de 5,4 millions d'euros, 800 000 seront subventionnés par l'État, permettant ainsi de réaménager 165 hectares de friches industrielles, dont une partie appartient à ArcelorMittal. Les opportunités, ça va être du logement, ça va être de la zone d'activité, ça va être des parcs, ça va être de l'aménagement public. Donc ça va vraiment changer complètement la face de cette partie du territoire. Comme 21 autres départements sous tension immobilière, la Moselle fait partie des territoires choisis par l'État pour construire en nombre et répondre à la demande. D'ici 2027, 30 000 nouveaux logements sortiront de terre. Un objectif qui ne fait pas l'unanimité. Pour l'instant, on nous promet des logements, on nous promet un petit peu de redynamiser tout ce secteur, mais on a une dépollution uniquement à usage industriel. On avait demandé à l'État une dépollution plus en profondeur, elle a été refusée. Après sa visite à Hayange, Guillaume Casparian a constaté le projet d'aménagement de 1800 logements à Audun-le-Tiche ainsi que l'écoquartier de 730 habitations à Montigny-les-Metz. Le quartier Lysée, quant à lui, a remplacé une ancienne caserne militaire. Et puis nous partons du côté d'Annecy qui innove. La crise du logement frappe durement les jeunes. Entre pénurie et loyers élevés, se loger devient un véritable défi. En réponse, la ville de Savoie agit en construisant notamment une résidence hôtelière à vocation sociale. Ces studios sont spécialement conçus pour les jeunes. Regardez ce reportage de Fanny Savard pour notre partenaire 8 Mont-Blanc en Savoie. C'est un projet expérimental qu'ont présenté l'agglomération et la ville d'Annecy. 71 logements sont en construction à Mété. Leur particularité, ces futurs studios seront destinés aux jeunes en contrat d'insertion, aux intérimaires, stagiaires, alternants ou CDD, prioritairement du secteur de l'industrie. Ce projet est destiné à des salariés qui arrivent sur l'agglomération annécienne pour la première fois et qui constatent souvent que les prix des loyers sont extrêmement élevés. Donc l'objectif à réaliser et qu'on leur offre de façon provisoire, entre 1 mois et 1 an, un logement à prix très bas qui leur permettent justement de commencer et de pouvoir s'installer sur Annecy. Avec un parc social plus que tendu en Haute-Savoie, cette solution de logement temporaire ne demande qu'à être pérennisée. On ne souhaite que cela. Reste aujourd'hui qu'on a une vraie problématique aujourd'hui qui est la question foncière. Il faut savoir que ce projet a donc fait l'objet d'une mise à disposition à bail construction de la ville d'Annecy. Donc aujourd'hui, il faut trouver aussi des gisements fonciers qui permettent ce genre d'opération. Mais bien évidemment, je pense qu'il faut allier à la fois la construction de ce type de résidence, mais aussi, ne l'oublions pas, la construction aujourd'hui de logements sociaux. Les logements meublés et équipés devraient être disponibles à partir de juin 2025 pour un prix qui devrait osciller entre 500 et 550 €, charges comprises.
Voilà, regardez, c'est une révolution qui arrive dans la livraison de colis. Dans les montagnes du Vercors, les colis arrivent par le ciel grâce à des drones. Rapides et efficaces, ces drones ont été testés sur plusieurs kilomètres et ce progrès est le fruit de 10 années de recherche intensive. Les résultats sont prometteurs et d'après les experts, ils permettront de surmonter de nombreux défis ruraux. Regardez ce reportage de Baptiste Boson pour notre partenaire Télé Grenoble. C'est peut-être le facteur du futur, un drone capable de livrer des colis en quelques minutes dans des zones reculées en montagne comme à Corançon en Vercors. Ici, le groupe La Poste effectue des tests depuis début janvier. Alors là, on est sur 8 colis standards, on a 10 kg de colis et pour un volume environ de 150 litres. Une fois en l'air, le drone parcourt en quelques minutes environ 5 km entre Villard-de-Lans et Corançon en Vercors. C'est la 3e ligne de test qui voit le jour en France et la 2e en Isère, après l'expérimentation lancée en 2019 entre le Fontanil-Cornillon et Mont-Saint-Martin. Le trajet est automatisé, seul un opérateur supervise à distance. Pour le maire du village, ce nouveau moyen de livraison présente plusieurs avantages. Si un jour on a une route qui est bloquée, si le facteur qui amène le courrier ne peut pas amener les colis ou suivant l'opérateur, et ben en fait ça permet d'être quand même livré, puisque ça vient en parallèle de la livraison du courrier. Donc en fait ça permet d'avoir une double livraison et avec un opérateur on va dire qui est déguisé et qui est déporté, qui lui n'est pas là avec un véhicule qui peut être bloqué dans les bouchons et qui effectivement passe par les airs et avec des moyens plus modernes. Après quelques minutes de vol à 40 km/h, les colis sont largués dans ce terminal de livraison au milieu des vaches. Depuis le début de l'année, 25 colis ont été livrés, même sous la neige. Aujourd'hui, la réglementation ne nous autorise pas à survoler des zones qui sont densément peuplées, justement parce que le risque est considéré comme trop important. Et donc, sur ces systèmes-là, on nous donne des autorisations de vol parce qu'on a prouvé la fiabilité du système. Le drone est équipé d'un parachute autonome, d'un système anti-collision et de localisation, une sécurité renforcée depuis la disparition d'un drone livreur en 2020 lors d'un vol test, un incident rare. Depuis l'expérimentation de la première ligne de livraison dans le Var, 2400 vols ont été effectués par le groupe La Poste, qui compte desservir prochainement 4 autres communes du plateau du Vercors. Voilà, avec un ciel nuageux et un immense tapis vert, les algues vertes font leur retour dans le paysage breton. Cette année, la prolifération a été plus tardive que d'habitude, mais les autorités locales et les habitants sont tout autant préoccupés par cette situation. La baie de Saint-Brieuc se distingue par une concentration record cette année. Un reportage signé Mathilde Kemener pour nos partenaires TBO et TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme sur place. La saison des algues vertes a commencé, en tout cas en baie de Saint-Brieuc, qui concentre 90% des échouages de la région. Une situation prévisible d'après le Centre d'études et de valorisation des algues, le CEVA. En octobre dernier, il n'avait jamais enregistré de telles marées vertes pour cette période sur ce secteur. Le phénomène, malheureusement, tous les ans repart des quantités présentes l'année antérieure. Et la baie de Saint-Brieuc, elle a tendance à pas pouvoir être nettoyée aussi bien que les autres par les quelques tempêtes hivernales. Ce qui est sûr, c'est qu'on a assez d'années de recul pour voir que malgré les efforts qui ont été faits, les concentrations de nitrate par litre sont encore dans des concentrations qui sont suffisantes pour expliquer des grosses proliférations. Donc pour pouvoir s'en exonérer de façon plus sûre, il faut être à des niveaux encore plus bas, donc il faut effectivement poursuivre les efforts. 130 millions d'euros sont mobilisés pour le 3e plan algues vertes en Bretagne pour la période 2022-2027, mais sont-ils répartis selon les baies les plus en difficulté ? Si on devait regarder les moyens qui sont mis, les moyens ils sont concentrés là aussi où on a un nombre d'agriculteurs qui s'engagent. Je pense qu'aujourd'hui, on a une bonne dynamique de l'engagement sur la baie de Saint-Brieuc avec les différents dispositifs. Donc effectivement, il y a beaucoup d'argent public qui est mis aujourd'hui sur la baie de Saint-Brieuc. La baie de Saint-Brieuc concentre aussi le plus grand nombre de capteurs d'hydrogène sulfuré, un gaz toxique mis en cause dans des décès et des malaises suspects. Il se forme lors de la décomposition des algues vertes. L'année dernière, le seuil d'alerte a été dépassé 4 fois. Le préfet des Côtes-d'Armor appelle à la vigilance. C'est un territoire attractif, touristique, donc on a une population nouvelle chaque année. Il faut qu'elle bénéficie d'une piqûre de rappel et qu'elle soit avertie des risques potentiels qui peuvent survenir si on reste trop longtemps à proximité d'une zone d'algues en putréfaction. Selon le CEVA, les algues vertes ne sont pas présentes en ce mois de mai sur les autres plages de la région, mais il prévoit une croissance pour le mois de juin sur la majorité des sites bretons.
Donc des algues vertes dans l'Hexagone et les algues brunes en Outre-mer. En Martinique, les sargasses font leur retour sur les côtes. Depuis quelques jours, le littoral du Diamant est fortement touché par ce nouvel arrivage. Une situation qui dérange les riverains et les touristes. Les professionnels commencent aussi à s'inquiéter des impacts. C'est un reportage de Diana François-Eudoxy pour notre partenaire via ATV Martinique sur place. Une vague de sargasses submerge le bourg du Diamant. Depuis 3 jours, les algues brunes sont de retour sur nos côtes. Ce matin, la pêche ne sera pas fructueuse pour René. Avec les sargasses, on ne peut pas pêcher parce que les sargasses, ça fait fuir les poissons. Un nouvel arrivage qui incommode les riverains et les touristes en promenade sur le front de mer de la commune. C'est vraiment embêtant parce que toute la plage est envahie là du coup. On ne peut plus admirer cette belle plage. C'est un vrai problème et puis même plus que visuellement parce que tous ceux qui habitent près du littoral, ils savent que les sargasses, ça émane beaucoup de rejets toxiques qui endommagent tout ce qui est appareil, les voitures, les frigos. Sur le sentier de la Taupinière, sur le littoral, les sargasses ont envahi le paysage. En randonnée ici il y a 3 semaines, Aurore est surprise du changement radical. Il n'y avait pas du tout de sargasses, c'était juste la mer. Donc c'est vrai qu'en quelques semaines, ça change vraiment du tout au tout. Ici, face à la mer, c'est la première fois en 3 ans que Samantha constate autant de sargasses devant le restaurant. Là c'est vraiment une année propice aux sargasses si on peut dire. C'est vrai que nous sommes impactés vraiment sur tout le littoral du Diamant. Niveau clientèle, donc nous ça va, on peut quand même attirer la clientèle par rapport à notre fameux rocher du Diamant qui est la mascotte du restaurant. Sur la côte atlantique aussi, des arrivées significatives ont été observées mi-avril. Le lendemain, la préfecture a déclenché des opérations de collecte au Robert et au François. Entre le 19 avril et le 6 mai dernier, un peu plus de 122 tonnes de sargasses fraîches ont été ramassées en mer. Et puis, comme chaque année au mois de mai, il revient hanter nos journées et nos sommeils. Le moustique tigre est de retour, notamment en Gironde. Pour y faire face, la commune de Talence a mis en place un piège à larves public. C'est une première en France. Regardez ce reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. C'est main dans la main que la commune de Talence et le centre de démoustication de Bordeaux Métropole ont construit ce qui serait le premier piège à larves public de moustiques tigres de France. Ce piège pondoir donc, est équipé d'un plastique, d'un revêtement fin plastique rempli d'eau, sur lesquels on dispose donc des carrés de polystyrène sur lesquels les moustiques tigres, s'il y en a, les femelles moustiques tigres vont venir pondre. Le but, observer l'évolution de la population de moustiques tigres à Talence dans la zone du parc Pexoto précisément et lutter contre sa prolifération en piégeant les larves dans les cubes de polystyrène. Ce premier prototype a été dessiné par Stéphane Delgado, conseiller municipal à Talence. On est acharné contre le moustique, c'est surtout l'ennemi public numéro 1 de tout le monde, de mars à octobre, puisqu'il y a des gens, des habitants qui nous disent qu'ils sont prêts à vendre leur maison pour lutter contre le moustique. Donc notre enjeu est de taille. Il faut savoir qu'en moyenne, une femelle pond 250 œufs dans sa vie, qui dure 1 mois. Alors le centre de démoustication est sur le pont en intervenant principalement chez les particuliers de la métropole à leur demande. Nous avons à notre disposition du bacille de Thuringe, qui est une bactérie que la larve aquatique va ingérer. Et cette bactérie va libérer des toxines qui vont finir par percer la paroi intestinale de la larve. Le moustique tigre représente une véritable question de santé publique. Il peut transmettre des maladies dites arboviroses comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Alors l'agence régionale de santé se tient prête à réagir en cas d'alerte. 92% de la population de Gironde vit dans une commune colonisée. Et cette année, on a une situation épidémiologique internationale exceptionnelle puisqu'il y a une grosse épidémie de dengue aux Antilles en Amérique du Sud. Donc effectivement, c'est un sujet important en Gironde cette année. Au premier cas signalé, l'ARS déploiera un protocole précis défini par le ministère de la Santé avec démoustication intensive de la zone où vit le premier cas pour éviter la mise en place d'une chaîne de transmission.
Et puis à l'approche de l'été, les refuges du GR20, célèbre sentier de randonnée en Corse, sont remis en état pour se préparer à l'arrivée massive des randonneurs. Ce sentier réputé pour être l'un des plus difficiles et des plus beaux d'ailleurs d'Europe attire chaque année des milliers de marcheurs. La préparation des refuges est une tâche complexe mais essentielle. Les 12 sites répartis sur tout le parcours sont gérés par les agents du parc régional. Gaz, tentes et matériel de secours sont transportés par hélicoptère afin de garantir l'accueil des marcheurs. À partir du 3 octobre prochain, les refuges resteront ouverts mais non gardés. Et puis, je vous l'annonçais dans les titres, un village au cœur de l'histoire. À la fin de sa vie, le général de Gaulle avait choisi d'installer son domicile à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne. Il y a vécu plusieurs années jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, le village demeure un témoin vivant de sa vie et de son héritage. Regardez ce reportage exclusif de notre partenaire Puissance TV sur place. Elle domine le village. C'est elle qui, depuis sa colline, surveille les alentours. Du haut de ses 44 mètres, elle veille sur le lieu de repos du général de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises. La petite commune de 680 habitants regorge de lieux historiques. Le village est devenu synonyme de mémoire et de souvenirs. C'est ici que le mémorial Charles de Gaulle est installé. Construit en 2008 sous la Croix de Lorraine, il retrace les grands événements historiques du XXe siècle à travers le parcours de De Gaulle. À l'intérieur, des voitures, des maquettes, des objets et des ouvrages retracent la vie du grand homme et de l'histoire de France. C'est ici que l'on peut admirer la traction. Dès 1958, le véhicule Citroën est devenu historique. Charles de Gaulle, revenu au pouvoir, en a fait sa voiture de tous les jours et l'utilise alors pour ses allers-retours entre Paris et Colombey-les-Deux-Églises. Et puis, au détour d'une rue, la demeure du général apparaît. C'est ici, loin de la capitale, qu'il a séjourné et qu'il a passé le plus clair de son temps. Encore propriété de ses descendants, la boiserie se visite aujourd'hui. Elle est devenue un musée que les amateurs d'histoire peuvent découvrir. Chaque année, près de 145 000 touristes se pressent dans la petite commune. Colombey-les-Deux-Églises est ainsi devenu le petit village, symbole de la grande histoire. Et puis après Colombey-les-Deux-Églises, retour en images sur la Journée nationale de la résistance, un événement très spécial qui se tient chaque année. Il marque la création du Conseil national de la résistance et cette année, nous célébrerons son 81e anniversaire, une occasion de se souvenir des sacrifices et des luttes qui ont forgé notre histoire. À Troyes, la journée a été marquée par une cérémonie touchante en l'honneur des résistants. Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monument aux morts, un geste symbolique qui nous rappelle que les valeurs d'humanisme sont plus que jamais d'actualité. Voilà, direction l'ouest du pays, désormais avec un embarquement immédiat pour une aventure dans les airs. À l'aérodrome du Mans, des baptêmes de l'air exceptionnels sont proposés chaque jour. À bord d'un autogire, les participants peuvent voler à plus de 200 km/h. Une expérience à couper le souffle et il faut avoir le cœur bien accroché, vous allez le voir, avec ce reportage d'Anthony Piton et de Sacha Lemoine pour notre partenaire LMTV Sarthe. Imaginez un oiseau de métal. Vous l'avez peut-être déjà vu voler au-dessus du Mans. Cet engin jaune canari est un autogire. Aujourd'hui, Martin s'apprête à vivre à bord son tout premier baptême de l'air. Allez, hop. Une expérience pleine de sensations fortes. En l'air, Martin découvre des paysages sous un angle nouveau. Super bonne sensation, très grosse sensation de liberté. Je referai pour peut-être avoir des cabrioles un peu plus importantes que ce premier vol découverte. Car l'autogire est un drôle d'oiseau, entre avion et hélicoptère. Engin connu pour sa maniabilité, il offre des sensations de vol assez uniques.
C'est vraiment une vue sphérique, on y voit partout. Donc c'est des sensations de pouvoir voir sa maison, de pouvoir voir les châteaux, les rivières, etc. De visiter, mais de se déplacer comme on veut, de s'arrêter sur place, de passer de 0 à 200 km/h en 5 secondes et en même temps de pouvoir se mouvoir où on veut. Air Bleu ULM organise entre 300 et 400 baptêmes de l'air par an. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il est aussi possible de se former au pilotage et de passer son brevet de pilote d'ULM. Il y a quand même des notions à connaître et à savoir, donc voilà, il ne faut pas avoir la tête dure, on va dire. Hein. Il faut vraiment emmagasiner pas mal de petites choses qui font qu'après derrière ça va bien se passer. Même notre stagiaire Sacha a quitté le nid. C'est parfait. Cool. Parfait. Alors on est parti. Alors, prêt à prendre votre envol ? Voilà, merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.